L'histoire du Togo est marquée par la présence des Portugais sur la côte au XVe siècle, avec l'installation d'un comptoir à Saint-Georges-de-la-Mine, Elmina. Colonie allemande dès 1884, le Togoland est partagé, après la Première Guerre mondiale, en deux parties. Une partie, le futur Togo, se trouve ainsi, en 1922, placé sous mandat de la France, tandis que l'autre, le Togoland britannique, placé sous tutelle de la Grande-Bretagne, est rattaché à l'ancienne colonie britannique de la Côte de l'Or, 1821 à 1957, devenue indépendante en 1957 sous le nom de Ghana, en référence à l'ancien empire du Ghana, 350 à 1250, approximativement. Le territoire du Togo français gagne son indépendance en 1960. Le pays Bassar au centre et au nord du Togo est devenu, à partir du 8e siècle, l'une des principales régions de production métallurgique d'Afrique de l'Ouest. Les vestiges d'anciens fourneaux et les scories confirment l'intensité de l'activité métallurgique pendant plusieurs siècles. De plus, on sait que les forgerons exportaient le fer extrait des minerais de la région jusqu'à la ville de Kano au Nigeria. Quelques-uns de ces hauts fourneaux mesuraient jusqu'à 3 ou 4 mètres de hauteur, servant aux Bassaris à réduire le minerai de fer. Les Bassars, les Tambermas et les Kabyles se trouvent déjà dans les régions montagneuses lorsqu'arrivent de nouvelles populations déplacées par les événements qui déstabilisent durablement l'Afrique occidentale comme la traite des Noirs, l'introduction de fusils ou encore les apports des colporteurs musulmans parlant Haoussa et qui islamisent les savanes du nord du pays. Ces derniers fondent certaines villes qui portent encore des noms Haoussa comme Sansanan Mango qui signifie le « camp du manguier » et Gerinkouka dire la « ville du baobab ». De plus, la plus ancienne ville du sud du pays porte un nom Haoussa, Baguida qui signifie « pas d'habitation ». Dans le nord, les Gourmas sont donc islamisés et les Kotokoli s'installent autour de Sokodé, les Tchokosi s'installent dans la région de Mango. Le centre et le sud du pays subissent les conséquences de la montée en puissance des Bariba du Bénin ainsi que du royaume de Dahomey et des Ashanti du Ghana. Réfugiés dans leurs montagnes, les populations locales résistent cependant aux razzias que subissent leurs voisins. Dans le sud, les populations venues de l'Est, à l'exemple des Ewe, s'installent en vagues successives à partir du XVe siècle et jusqu'au XVIIe siècle, au moment même où les Portugais débarquent sur la côte. Les Ewe s'établissent autour de Tado, près de Notse, au siècle suivant. Leur roi, Agokoli, fait édifier une enceinte faite d'argile pour protéger Notse des réfugiés affluents du nord. Au XVIIe siècle, devenus nombreux, les Ewe se dispersent dans l'ouest, jusqu'à la rive gauche de la Volta. Les navigateurs européens João de Santarém et Pedro Escobar accostent vers 1470, dans ce qui va devenir la côte des esclaves, avec ses ports négriers, Porto Seguro, actuelle cité d'Agbodrafo, Maison Wood. L'intérieur du pays est moins connu, entre Empire Ashanti, 1670 à 1957, Ghana, et Royaume du Dahomey, 1645 à 1900, Bénin. Dès cette époque commencent les missions catholiques auxquelles les protestants ne réagissent qu'au XVIIe siècle. Puis, les Portugais pratiquent rapidement un commerce actif et la traite négrière se développe le siècle suivant, autour du comptoir nommé Petit Popo, actuel Anéo. Au XVIIIe siècle, les Danois venus de Christianenborg, l'actuel Accra, s'implantent à leur tour. Ils sont suivis, à partir des années 1780 à 1800, par des groupes de Hollandais, par de nombreux Brésiliens, des anciens esclaves libérés et rapatriés du Brésil ou des descendants de Portugais installés au Togo, qui participent aux échanges côtiers. Francisco Félix de Souza, 1754 à 1849, par exemple, important trafiquant d'esclaves brésiliens, qui s'établit à Petit Poto, futur chacha du Dahomey, l'actuel Bénin, fait fortune dans le commerce du tabac, du rhum, des tissus et dans la traite des esclaves. En 1880, le Togo actuel n'existe pas encore. Les Britanniques et les Français, occupant respectivement la Gold Coast, actuellement le Ghana, et le Dahomey, actuellement le Bénin, installent des postes douaniers à leurs frontières, d'où ils tirent l'essentiel de leurs ressources, prélevées sur des produits tels le tabac et l'alcool. En 1883, le chancelier allemand Bismarck décide d'imposer un protectorat sur le Togo. L'Empire allemand est bien décidé à tirer profit de l'action des missionnaires protestants de la mission de Brême pour disposer d'un empire colonial, comme la France, l'Angleterre ou le Portugal. Malgré de nombreux décès, ces missionnaires de Brême ont installé dès 1853, puis en 1857, des points d'implantation chez les Ewanlo, à Keta et à Anyako, puis,
en 1855 et 1859, chez les Eoa d'Aklou et les Eoh. En 1884, l'explorateur allemand Gustav Nachtigal signe un traité de protectorat, le 5 juillet 1884 sur la plage de Baguida, avec le chef du lac Togo, Mlapa III de Togoville, représentant l'autorité religieuse du Togo, qui donna son nom au pays. C'est en 1885, lors de la conférence de Berlin qui délimite les zones d'influence économiques européennes en Afrique, que la côte togolaise est officiellement attribuée à l'Allemagne. Le gouvernement de Berlin, dans le cadre d'une négociation bilatérale avec la France, reconnaît, par une convention du 24 décembre 1885, les droits français sur le territoire de la future Guinée française en échange de l'abandon par la France à l'Allemagne des villages de Petit Popo et de Porto Seguro, sur la côte des esclaves. Comme les autres puissances coloniales de l'époque, l'Allemagne s'empresse de faire valoir ses droits sur l'arrière-pays. Ainsi elle annexe rapidement, en à peine quelques années 85 000 km² de territoire. Les Allemands fondent le port de Lomé et mettent en place une économie de plantation, en particulier dans la région de Kpalimé, propice à la culture du cacao et du café. Mais, l'arrivée des Allemands se heurte à une plus forte résistance de la part des Africains dans le nord du territoire. Ainsi, la révolte des Cabiais, 1890, et celle des Concomba, 1897 à 1898, ont dû être matées violemment. L'Allemagne encourage ses citoyens à s'installer dans la colonie togolaise appelée le Togoland, en leur offrant des concessions à des conditions très avantageuses. Elle fait également construire les infrastructures nécessaires à l'exploitation du Togo, coton et cacao notamment, comme des lignes de chemin de fer, en recourant massivement aux travaux forcés. Les Allemands en font une mustère-colonie, une colonie modèle, où doivent régner l'équilibre, la prospérité et la bonne gestion, mais où la langue allemande n'est pas imposée aux populations locales. La politique coloniale allemande est fondée, en dernier ressort, sur la conviction que les races sont différentes et que la race blanche est supérieure aux autres. Dans cette logique, les Allemands ne doivent donc pas considérer l'indigène comme leur frère noir. En matière de formation scolaire, le Togo allemand met en place des écoles gérées par des missions catholiques et protestantes. Vers 1910, le pays compte 163 établissements scolaires évangéliques et 196 catholiques. Les catholiques ont aussi créé un centre de formation pour les enseignants. Les missionnaires, tant catholiques que protestants, privilégient également l'enseignement en langue indigène, pour mieux convertir les païens à leur religion. Par exemple, la mission de Brême assure l'enseignement primaire entièrement en Ewe, tandis que la formation supérieure est surtout dispensée en anglais, très rarement en allemand. Ainsi, dans l'ensemble, les missionnaires n'imposent jamais la langue allemande. L'influence de la langue allemande demeure presque nulle chez les Togolais. Les missionnaires de Brême favorisent aussi l'émergence d'une littérature en langue Ewe. En 1914, aucune langue africaine ne peut faire état d'une littérature imprimée aussi abondante que l'Ewe. Les autorités allemandes tentent bien d'organiser le partage de la nouvelle colonie entre les missions chrétiennes et de n'autoriser que la présence de missionnaires de nationalité allemande, mais elles se désintéressent rapidement de la question scolaire. En 1913, on ne compte que 4 écoles publiques, Regirenchulan, qui rassemblent 341 élèves, comparativement à 348 écoles confessionnelles qui en reçoivent plus de 14 000. Après le début de la Première Guerre mondiale, une opération conjointe franco-britannique force les Allemands, retranchés à Atakpamé, capitale de la région des Plateaux, à capituler dès le mois d'août 1914. Le gouverneur allemand Adolf Frédéric de Mecklembourg, 1912 à 1914, doit quitter le Togo, de même que le vicaire apostolique, Mgr Wolf, qui reste de jure en poste jusqu'en 1914. Un cimetière mémorial est édifié dans le village de Wahala en souvenir de ces combats.